Dans ma dernière vidéo, j'ai décidé de ne pas critiquer, pas de commentaires, no comment. Malgré que, comme je l'ai dit, il y avait des points qu'il fallait améliorer, notamment la finition, notamment il faut que les joueurs offensifs se trouvent qu'il y a vraiment une vraie connexion entre eux, et notamment aussi, il y a certains points que je me dis que pour ce fin de mercato, si vraiment on peut faire ces deux coups-là, ça sera une masterclass. On va revenir. Donc dans cette vidéo, on va parler de cela. Mais avant tout cela, les gars, ici sur Legacy United, on fait que parler de news mercato, informations concernant le club de Manchester United. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Sur ce les amis, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, dans ma dernière vidéo, je disais quoi? Je vais pas critiquer. Ce que j'ai vu, c'était bien. L'intensité, c'était top. Si maintenant, Manchester United est capable de maintenir cette intensité-là tout au long de la saison, ça sera idéal. Parce que ça veut dire que Manchester United va faire une grosse saison. C'est là la question. C'est là qu'on a des doutes. Est-ce que ça, c'était juste... ils étaient juste super motivés justement pour jouer ce match-là, ou bien est-ce que c'est la nouvelle mentalité que cette équipe de Manchester United va nous montrer à chaque match? C'est là la question maintenant. Maintenant, on aura peut-être un début de réponse face à Fulham ce week-end. Bref, on verra. Mais il y a quand même deux points que j'aimerais que Manchester United réalise cet été. Manchester était prêt à mettre 100 millions cet été sur Carlos Baleba. C'est-à-dire que, grosso modo, avec la potentielle vente de Garnacho, on va en parler juste après, on va avoir grosso modo 100 millions de budget. Ça veut dire qu'on peut aller chercher un petit milieu de terrain avec beaucoup de potentiel et un gardien de but. C'est ce que je me dis. Si on peut avoir ces deux coups-là, ça me plaît énormément. Ça veut dire qu'on a vraiment une équipe complète. Et j'espère que le milieu de terrain en question, Manchester United, est sûr de leur coup. Parce que s'ils ramènent un petit pari, il faut qu'ils soient même sûrs de leur coup, quoi. Et c'est pas pour amener quelqu'un qui va pas s'imposer, qui n'a pas le caractéristique d'un joueur qui peut évoluer à Manchester United et notamment en Première Ligue. Il faut vraiment ce genre de joueur qui s'adapte dans cette équipe-là, en fait, s'il veut faire un coup. Et on va en parler de cela juste après. Et il me faut aussi, justement, un gardien de but. Parce que, les gars, Bayindir, Onana, je suis pas fan. Bayindir, quand il lâche sa chance, il commet des erreurs. Vous voyez, hein, ce but-là qu'il prend face à Arsenal, il a pris le même face à Tottenham. Maintenant, j'ai l'impression que toutes les équipes ils vont utiliser cette stratégie-là. Parce que même Ruben Amorim, il le dit, s'ils vont le faire, on va répéter la même règle. C'est-à-dire, nous aussi, on va le faire. Mais ça veut dire que quasi toutes les équipes de PL vont potentiellement utiliser cette stratégie-là, c'est-à-dire gêner le gardien de but. On a vu ça avec Tottenham la saison dernière. Et c'est Bayindir qui s'est pris le même but. Donc je me dis que, vu qu'ils sont naïfs, ils ne retiennent pas leurs erreurs. Même si oui, il y avait faute, je me dis qu'il faut un gardien de but qui est capable de s'imposer dans sa surface de réparation. Vous voyez, c'est pas un gros nom qu'il faut ramener pour ce fin de mercato parce qu'on n'a pas d'argent. Évidemment, si tu me ramènes un gros nom, un gros milieu de terrain, un gros gardien de but, je serais content. Mais je préfère faire deux petits paris justement pour au moins combler ces deux postes-là, qui est clairement une faiblesse côté Manchester United à l'heure actuelle. Donc on va parler de cela les gars dans cette vidéo. Mais avant de commencer, avant de nous lancer vraiment sur ces alternatives, c'est-à-dire ce poste de gardien de but, ce poste de milieu de terrain, j'ai sélectionné deux commentaires les gars. Donc on va y répondre. Premier commentaire que j'ai sélectionné, ça vient de Félix Conan. Il nous dit, mais dans l'ensemble, j'ai aimé le match et le duel physique imposé. Si on continue comme ça, on pourra revenir un peu au niveau. C'est-à-dire revenir au niveau des autres équipes et aussi retrouver notre prime en fait. Donc, je salue la prestation de De Ligt. Très belle prestation en patron de la défense. Grâce à lui, Gyökeres n'a pas existé. Je suis tout à fait d'accord. Et il y a encore des fans d'Arsenal
qui se dit oui, pourquoi on fait que critiquer sur Gyökeres alors que il y a un joueur comme par exemple Cunha, même pris pour Gyökeres qui n'a rien fait. Ils disent même oui, il a fait un bon match, mais il n'était pas décisif au final. Mais gars, tu peux pas comparer le match de Cunha et le match de Gyökeres. Gyökeres, il était un fantôme. Il n'a pas existé. 0 dribble réussi, 0 tir tenté. Et tu veux comparer ça à Cunha? Cunha qui t'a dans ta défense. Il t'a, voilà. Il t'a bouffé. Il t'a dribblé. Cette chevauchée-là en première mi-temps où il a cassé le milieu de terrain, il a cassé ta défense. Malheureusement, il était en bout de course. Il n'avait plus la lucidité pour caler cette balle-là. Parce qu'il l'a percé depuis le milieu du terrain. Il y a cette action-là où Cunha, il fait son magouille là dans la surface, combine avec Mason Mount, il se retourne, il essaie de le placer la balle. Heureusement que tu avais un bon Raya, les gars. Heureusement qu'Arsenal, ils avaient un bon Raya. Parce que sinon, Cunha, il t'aurait tué. Il t'aurait tué. Tu peux pas. Oui, c'est le même valeur. Oui, Manchester a payé Cunha à telle somme, exactement la même somme que celui de Gyökeres, mais Cunha, c'était pas fantomatique. Saliba, Gabriel, ils n'ont pas réussi à maintenir Cunha. Je suis désolé. À moins qu'on n'a pas vu le même match. Mais je vous jure, ces fans d'Arsenal, les gars, ils racontent n'importe quoi. Bref, oui, Gyökeres n'a pas existé parce que De Ligt était là. Je suis d'accord, j'ai oublié de le souligner ça dans le débrief que j'avais fait. De Ligt, il était en patron. C'est grâce à lui que Gyökeres n'a pas existé. Donc voilà, une masterclass de Ligt. Et d'ailleurs, pour moi, l'homme du match, côté Manchester United, c'est Matthijs De Ligt. Parce qu'il a fait un gros match. Donc voilà. Dans l'ensemble, oui, physiquement, on était présent, on est prêt. On a vu sur les photos lors des prépas, etc., qu'on voit que les joueurs, ils ont travaillé pendant les vacances pour justement être en forme. Et là aussi, on voit Bemou qui commence petit à petit à retrouver sa forme. Donc, on espère que petit à petit, tout l'effectif va se mettre à marquer des buts. Donc oui, il y a aussi l'interview de Roy Keane, il me semble, où il était un peu dur. Mais les gars, ok, c'est encore... combien il me disait 28 matchs enfin, sur 28 matchs, combien de défaites il disait bref, j'ai même pas continué à regarder son interview parce que... Le mec, il te ressort des stats de l'année dernière. Les gars, c'est une nouvelle saison. Il faut arrêter de vivre dans le passé. Donc voilà, on va se concentrer sur cette nouvelle saison. On va voir les points positifs, les axes d'amélioration possibles. C'est tout. Donc voilà. Donc, deuxième commentaire du jour, ça vient de Ali Maïga. On a fait un gros match, mais on a besoin d'un bon gardien et un bon milieu qui est intense. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Capable de bien défendre, qui est bon techniquement aussi. Et nous, les supporters de Manchester United et la direction doivent soutenir Ruben Amorim. Ce qu'on a vu du coup dans ce match face à Arsenal, il disait, était presque parfait. Même si les joueurs comme Diogo Dalot nous a pas aidé et casé, qui n'a plus les jambes, il n'est continué et on ne peut pas compter sur Ugarte non plus. Bref. Oui, j'ai vu ça sur les réseaux aussi, les gars, que... comment il s'appelait ? Que les gens sont tombés justement, ils sont en train de critiquer Ruben Amorim pour ses choix, notamment du 11 type qu'il a aligné, et notamment la titularisation justement de Mason Mount, de Diogo Dalot, et de, comment il s'appelait, Casemiro. Les gars, moi j'ai pas de problème, moi je trouve que ces trois joueurs-là qu'on critique beaucoup, ils ont fait un bon match. Casemiro, on le sait, comme je l'ai dit dans mon débrief, il a plus les jambes, il était compensé collectivement, et ça c'est un point à souligner. Mais dans l'ensemble, le jeu de Casemiro,
quand il touchait la balle, c'était intéressant parce qu'il envoyait justement sur les côtés. Parce que tu as les pistons de Arsenal, justement, les latéraux qui rentrent dans le cœur du jeu, donc ça laisse des trous béants sur les côtés. Et ça, Casemiro, il l'a bien fait de faire ces décalages-là pour trouver du Bryan Mbeumo de l'autre côté, pour trouver Patrick Dorgu de l'autre côté. Et ça, j'ai bien aimé ce genre de jeu de Casemiro. Mais évidemment, défensivement, je rejoins Ali Maiga, il a plus les jambes. Combien de fois on s'est fait percer par Odegaard au milieu et t'as Casemiro qui essaie de sprinter pour le rattraper, mais il n'arrive pas. Donc on avait des Luke Shaw qui montaient justement pour casser l'action ou bien un De Ligt. Donc voilà, Casemiro il était compensé collectivement, mais ça sera quand même mieux d'avoir un milieu justement qui est capable de revenir. Parce que si jamais ils étaient un poil intelligents les joueurs de Arsenal, ou bien si notre joueur il était un poil en retard, il se fait éliminer derrière, il se retrouve face à face avec le gardien de but. On a de la chance qu'on a vu que les trois centraux là, ils étaient XXL dans ce match-là. Voilà. Donc oui, voilà, Casemiro, oui, ça fait partie des faiblesses de cette équipe. Et Diogo Dalot, les gars, pour moi, il a fait un bon match, il était solide défensivement. Donc de là à me dire pourquoi Amad il n'était pas titulaire. Les gars, il faut savoir une chose. Ruben Amorim, il est là aussi pour gérer l'ego par exemple, de Amad Diallo. On a vu que pendant la prépa, c'était pas ouf. Les gars, c'est un petit jeune Amad Diallo. Il faut le recadrer. Si le gars, il prend systématiquement des mauvaises décisions, pourtant c'est un bon joueur, je dis pas le contraire, j'aime bien Amad Diallo. Mais de temps en temps, s'il te fait des conneries, tu le punis. Tu fais entrer un Diogo Dalot. Et surtout, Diogo Dalot, il n'était pas mauvais. Donc, de là à me dire qu'il y a certaines personnes qui me disent « Ouais, pourquoi Ruben Amorim, il n'a pas titularisé Amad Diallo ?» Les gars, c'est un petit jeune. Il faut le canaliser. Évidemment, on est tous d'accord que, même Ruben Amorim, il est d'accord que c'est Amad le titulaire. Peut-être qu'il avait une stratégie dans ce match-là. Ça, vous ne le savez pas aussi, les gars. Peut-être qu'il s'est dit dans un premier temps, on va chercher d'abord à bien défendre. Donc, dans ce cas-là, on va jouer avec un Diogo Dalot. Et une fois qu'on assure le jeu, qu'on domine, là, on fait rentrer un Amad Diallo qui sera frais, qui sera beaucoup plus percutant pour amener des occasions de but. Ça, les gars, je peux tout à fait comprendre la stratégie de Ruben Amorim de mettre un Amad Diallo sur le banc. Je peux tout à fait le comprendre. Et surtout, moi aussi, soit c'était ça la stratégie de Ruben Amorim, soit je le vois comment. C'est peut-être... Il veut faire peut-être passer un petit message. Toi, tu n'étais pas bon pendant la prépa, toi. Tu prenais des mauvaises décisions de temps en temps. Tu vas être sur le banc d'abord, histoire que tu réfléchis. C'est un petit jeune, les gars. C'est un petit jeune. Il faut le canaliser. Donc, voilà. Pour moi, Diogo Dalot, voilà, il n'était pas mauvais. Il n'était pas sans sas non plus offensivement, mais défensivement, je trouve qu'il était présent. Et dans ses pressings aussi, je trouve qu'il était présent. Donc, voilà. Comme je l'ai dit les gars dans mon débrief, si je dois critiquer, je vais critiquer, mais quand j'ai rien à dire, je vais pas critiquer non plus. Donc, et certaines personnes aussi sont tombées sur Ruben Amorim par rapport au choix de Mason Mount. Pourquoi il a joué dans ce trio? Tout simplement parce qu'il a fait une bonne prépa, je trouve. Et surtout, il a beaucoup joué pendant cette prépa-là à Mason Mount. Donc, il est beaucoup plus fit que peut-être un Benjamin Sesko. Et surtout, peut-être aussi que ça faisait partie du stratégie. Parce qu'il s'est peut-être dit, Arsenal, c'est pas une équipe qui va défendre bloc bas. Et que de l'autre côté, tu as vraiment un sacré concurrent avec Saliba et Gabriel. Donc, on va plutôt jouer avec des joueurs qui vont combiner dans les petits espaces. C'est ça que je me dis, moi, quand je voyais cette composition par rapport au trio offensif, c'est-à-dire Mbeumo, Cunha, Mount. Et on va le faire rentrer en fin de match Benjamin Sesko, il va placer sa tête, etc. Après, oui, il y avait aussi l'autre solution, c'est que Benjamin Sesko, il pourrait vraiment jouer en pivot dans ce match-là. Dans ce cas-là, il fallait qu'il joue titulaire. Mais voilà, encore une fois, les gars, tactiquement, Manchester United était parfait dans ce match-là. Donc, de là à critiquer Ruben Amorim, ça, je trouve ça complètement débile. Parce que tu vas pas critiquer un coach qui était bon tactiquement. Les gars, Arsenal, c'était le 2e, nous on était 15e. Et de là à ce qu'on domine comme ça Arsenal, c'est que tactiquement, on était en place. Physiquement, on était en place. Donc voilà, c'est comme ça que moi je raisonne en tout cas. Bon, je suis aussi d'accord avec ce commentaire de Ali Maïga.
et celui de Félix Conan tout à l'heure. Donc, on va continuer, les gars, sur les pistes pour ce mercato. Donc, on va se lancer direct. On va commencer d'abord par les ventes. Il faut savoir une chose, les gars. Concernant Garnacho, apparemment, d'après Fabrizio Romano, on est tout proche d'un accord avec Chelsea. On est vraiment tout proche. Maintenant, on attend le where he go. Maintenant, à quelle somme, ça, je ne connais pas. On apprend aussi dans la foulée que Garnacho, justement, il a refusé une offre du Bayern de Munich parce qu'il attend Chelsea. Encore une fois, les gars, si Chelsea il arrive, il paye la somme demandée qui est de 50 millions de livres par Manchester United, ou allez, 45, avec une clause de revente derrière, je dis ok, parce que Chelsea, ils vendent bien. Donc voilà pour le cas Garnacho. Pour le cas Sancho, on a appris que le joueur, il a refusé l'offre de la Roma. Encore. Pourquoi? Parce que le salaire proposé par le Roma ne lui plaît pas. Donc il préfère rester et étudier d'autres offres qui arrivent. Et Manchester United, justement, lui a fait savoir qu'il devait partir. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, concernant Anthony, on nous apprend aussi que c'est tout proche, mais là où ça bloque encore, c'est parce que le Betis Séville n'a pas l'argent nécessaire pour le deal. Donc les gars, cette semaine, moi je m'attends à un départ, notamment le départ de Garnacho qui semble être bouclé, parce que Fabrizio le dit, c'est qu'on est tout proche d'un accord. Donc maintenant, on va rentrer sur le cas Kobe Mainoo, parce que oui, Kobe Mainoo, il était mis sur le banc lors de ce match face à Arsenal. Donc certains fans se posaient des questions. Pourquoi? Est-ce que Ruben Amorim ne compte pas sur lui? Etc. Là les gars, Kobe Mainoo n'est pas inquiet pour son avenir à Manchester United, malgré son statut de remplaçant inutilisé face à Arsenal. Ruben Amorim a rencontré Mainoo à plusieurs reprises et a établi un plan pour son avenir. Mainoo et Amorim sont alignés et très optimistes pour l'avenir de Manchester United. Voilà pour le cas Kobe Mainoo. Ça les gars, je le savais. En fait, il faut savoir une chose. Bruno Fernandes, il va partir l'été 2026. Et pour moi, Mainoo, ça sera le remplaçant idéal, c'est dans le projet de Ruben Amorim, en tout cas, de Bruno Fernandes l'été prochain. Autrement dit, cette saison, Mainoo, il va avoir un statut de remplaçant qui va être titulaire de temps en temps, dans certains matchs. Par exemple, si Ruben Amorim décide de faire jouer un Bruno Fernandes en 10, dans ce cas-là, Kobe Mainoo, il va être titulaire dans le double pivot. Donc, voilà. C'est ça en fait pour le cas Mainoo. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on va voir un double pivot Mainoo-Fernandes à Manchester United. Et je pense que Ruben Amorim, justement, il a discuté avec le joueur et il a parlé, écoute, pour moi, l'été prochain, tu vas être titulaire. Cette saison, tu vas t'adapter. Tu vas apprendre. C'est un petit jeune, encore une fois, les gars. Il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, les petits jeunes, il faut le canaliser. Il faut bien le polir. Mais pour moi, le statut de Mainoo, ça sera un titulaire en puissance. En tout cas, dès l'été prochain. Voilà pour le cas Mainoo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez justement dans les commentaires. Maintenant, on va parler du potentiel numéro 6 que Manchester United va recruter. Donc, selon les sources, les gars, Manchester United a jeté son dévolu sur Lucien Agoumé de Séville après avoir mis fin aux pourparlers concernant Carlos Baleba. Le milieu de terrain de 23 ans dispose d'une clause libératoire de 35 millions de livres sterling, qui est vraiment très faible, c'est-à-dire que le prix il est très abordable pour Manchester United, sachant que là les gars, je vous ai ramené un petit truc pour comparer Agoumé et Carlos Baleba sur la saison 2024-2025. Agoumé avec Séville, c'est les statistiques en bleu, et Baleba avec Brighton, c'est les statistiques en rose. Donc on peut voir que Agoumé, il domine Carlos Baleba sur quasiment toutes les parties, que ce soit les passes progressifs, les duels gagnés, les passes clés, les pourcentages de passes. On peut voir qu'il domine quasiment Baleba dans tous les domaines du jeu. Donc maintenant, moi la question que je me pose, est-ce que Agoumé, il pourrait s'imposer à Manchester United et notamment en Première Ligue?
Moi, les gars, j'ai pas de doute sur Agoumé. Parce que quand je vois le joueur, il est athlétique, il est puissant physiquement, c'est un milieu destructeur, comme Carlos Baleba, hein. Mais je le vois un poil plus technique qu'un Carlos. Après, oui, l'autre, il a 23 ans et l'autre, il a 21 ans. Mais encore une fois, c'est un milieu jeune qui est très très prometteur. Agoumé, les gars, c'est quelqu'un qui est capable de faire le jeu. C'est quelqu'un qui a une puissance, qui est capable de récupérer des ballons, qui est capable de faire des passes progressives, qui est capable de casser des lignes. C'est vraiment ce milieu box-to-box qu'on a besoin en fait. Donc je trouve vraiment intéressant cette alternative-là. Et je pense que si Manchester United fasse ce deal-là, je pense que c'est une masterclass. C'est une belle alternative à moins cher concernant par rapport à Carlos Baleba. Et j'ai pas de doute concernant les qualités du joueur. Maintenant, à voir s'il pourrait s'imposer dans ce milieu de terrain, dans ce double pivot de Manchester United. Mais au final, le joueur, il possède toutes les qualités. Donc, voilà, concernant Agoumé. Maintenant, on va parler du gardien de but. Les gars, cette information-là, je ne suis pas certain. Parce que il y avait des sources qui disaient que Ruben Amorim était prêt à disputer cette saison avec justement André Onana. Sauf que là, ça nous dit que l'Inter veut Onana, veut un retour de Onana en Italie. Et que Onana, il a accepté justement ce retour à l'Inter de Milan. Ça, c'est selon les sources, les gars, mais encore une fois, je ne suis pas certaine. Mais quand j'ai vu cela, je vous avoue que je me suis dit, vas-y, par ici. Et quand je regarde Ruben Amorim en conférence de presse, il disait que Onana était fit pour le match face à Arsenal. Pourtant, il est parti avec Bayandir. Et il y a d'autres personnes, justement, parmi le fanbase, qui m'a soumis une hypothèse. Et si Onana n'était pas blessé? Je ne sais plus c'était qui me disait cela dans les commentaires. C'était il y a 1 semaine ou 2 semaines, les gars. Pour lui, du coup, Onana, il n'était pas blessé, mais juste, il n'était pas prêt physiquement. En fait, il est revenu trop gros à l'entraînement. Du coup, Ruben Amorim l'a mis de côté. Donc, etc. Donc, pour moi, je me suis dit, bon, au moment précis où j'ai entendu cette hypothèse-là, je me suis dit, non, je crois pas, parce que quand même, des sources sûres affirment qu'il s'est vraiment blessé. Mais, quand le joueur il est fit, parce que j'ai vu des photos justement pendant la trêve où j'ai vu un Onana qui était fit physiquement. Physiquement, il était là. Physiquement, il était bien. Il était en forme. Ruben Amorim, il confirme en conférence de presse avant Arsenal que le joueur il peut jouer, mais finalement il n'a pas joué. C'était Bayandir qui a joué. Et là aujourd'hui, j'apprends cela que André Onana, finalement, il a accepté un retour vers l'Italie. Est-ce que ça va se faire? Ou bien est-ce que c'est juste des rumeurs comme cela qui ne veut rien dire? Là, j'ai un doute. Mais, justement, j'ai vu une autre rumeur tomber. Celle-là, les gars. Zion Suzuki a été désigné comme la cible numéro 1 par Manchester United. L'équipe de recrutement et de données de Manchester United s'accorde à dire qu'il s'agit d'un gardien de but exceptionnel qu'il recherche. Parmi les autres noms figurent sur la liste Marco Canecheri et Sam Lemers. Autrement dit, Zion Suzuki, c'est vraiment la cible idéale pour Manchester United. On savait déjà à l'époque, les gars, à l'époque où on a recruté Onana, justement, on voulait Zion Suzuki en tant que doublure. Le joueur, il a refusé. À l'époque, il coûtait 9 millions, les gars, parce qu'il était justement dans une équipe japonaise. Le joueur, il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il voulait du temps de jeu, il voulait être titulaire. Donc, juste derrière lui, Manchester United est parti chercher Bayandir. Le joueur, il est parti justement en Belgique, le Jupiter Pro League. Là-bas, il s'est développé, il a fait une demi-saison, mercato de janvier. Il est parti en Italie, à Parme. Et là-bas, justement, il a fait une belle saison. Et Manchester United le veut. Depuis le début du mercato, il figurait
sur la liste des gardiens ciblés par Manchester United. Et je me dis, et si jamais ça se fait, si jamais ça se fasse, c'est peut-être pour cela qu'on a ces rumeurs-là qui circulent que Onana, il va quitter Manchester United. Parce que c'est quand même bizarre. Pourquoi Bayindir, il n'est pas sur la liste? Pourquoi Bayindir, il n'y a pas de rumeur qui sort par rapport à lui? Pourquoi Bayindir, il n'y a pas de prétendant qui se manifeste pour le recruter? Mais pourtant, Onana, il y a Monaco qui s'est renseigné en début de mercato, et maintenant il y a l'Inter Milan, plus des clubs en Arabie Saoudite. Et surtout, Onana, il était beaucoup relié sur les rumeurs mercato de Manchester United. Comme quoi il était sur le départ, comme quoi Ruben Amorim ne comptait pas sur lui. C'est quand même bizarre tout cela. Donc je me dis quelque part, c'est peut-être que Manchester United vise pour terminer ce mercato un Zion Suzuki pour 30 millions de livres et un Lucien Agoumé pour 30 millions de livres. C'est-à-dire un mercato à 60 millions de livres sterling. Et franchement, si on fait ces deux pistes-là, je trouve cela intéressant. Parce que les gars, au bout d'un moment, n'importe qui, mais je veux plus de Onana. Je l'ai dit, je sortais du bateau. Après ce match nul face à Lyon, en France, je l'ai dit, je sortais du bateau Onana. Parce que je peux plus le faire confiance. Donc, Zion Suzuki, pourquoi pas. Donc voilà les gars, j'ai fait le tour des news que je voulais vous partager aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça soutient énormément la chaîne. Sur ce les amis, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao ciao.